Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler aujourd'hui d'abord des nouveaux Terminator parce que malgré le fait que la nouvelle boîte Crux Terminatus soit sortie pour précommander les Termi d'assaut, il ne semble pas qu'ils aient changé la datasheet, donc on va parler de pourquoi je trouve que les Terminator sont vraiment moyens dans cette édition, que ce soit les Termi d'assaut ou les Termi normaux. On va aussi parler d'un rapport de bataille didactique qu'on vous a filmé la semaine dernière et qui sera sans doute publié la semaine prochaine et justement de ce qui va arriver sur la chaîne de ce point de vue-là. Je vais vous parler d'une partie que j'ai faite à Age of Sigmar et de mes impressions sur la V4 jusqu'ici, qui sont, pour être très honnête, pas très positives. Et on va ensuite parler de ce que j'ai peint. Alors, que vous soyez joueur Space Marine ou pas, vous avez sans doute vu la boîte Crux Terminatus en précommande la semaine dernière. Alors, je sais pas si elle s'est bien vendue ou pas. J'ai vu des gens qui disaient qu'il y avait des scalpers qui la revendaient sur internet à des prix pas possibles, donc j'imagine qu'il en a manqué comme d'habitude. Maintenant, il y a un souci, je trouve, avec les Terminators. Pas les figurines. Les figurines sont magnifiques. Les figurines qui ont été refaites avec Léviathan pour les Terminators plus classiques sont très beaux. Pose dynamique, sympa, imposant. Les nouveaux Terminators d'assaut sont super, très dynamiques, super pose, plein de détails et tout, ils sont au top. Le problème vient, à mon sens en tout cas, des fiches d'unité qui sont celles des Terminators et Terminators d'assaut. Alors déjà, à mon sens, le premier problème, c'est le profil. Mouvement 5, j'ai pas de souci avec ça. Save à 2, un Vulna 4, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, Endu 5 et 3 PV, il y a une combinaison qui là ne fonctionne pas trop. Un Orc, c'est Endu 5. Un Votan de base, c'est Endu 5. Un Space Marine à moto, c'est Endu 5. Un Gravis, c'est Endu 6. Et c'est là où, à mon sens, on a un problème. Je pense que les valeurs d'endurance sont inversées entre le Gravis et le Terminator. Le Gravis, c'est une armure Space Marine normale, mais plus lourde. Donc que le Space Marine en Gravis bouge à 5 normal, qu'il ait 3 PV normal, il a plus de blindage, donc il est un peu plus solide, il a plus de redondance dans l'armure. Par contre, Endu 6, par rapport à la taille d'un Gravis quand on compare à la taille d'un Tacticus, ça ne va pas par rapport au Terminator qui lui a normalement un truc tellement blindé et tellement solide que c'est lui qui devrait être endurance 6 à mon sens. Le problème de la save à 2 et un Vulna 4, ça c'est un problème de toute cette édition, c'est que globalement, quand vous tirez sur un truc qui est en save à 2, il sera jamais en save à 2 parce que vous allez vouloir l'attaquer avec des choses qui ont une PA -2, -3, -4, et donc vous allez tout le temps être sur l'invue. Actuellement, dans l'édition, les Terminators sont considérés comme ayant une sauvegarde à 4+, parce que c'est leur invuln, et ils sont tout le temps sur leur invulnérable quand vous leur tirez dessus. Le fait d'être en save à 2, ça leur sert juste avec le détachement qui a le serment de l'instant, les détachements qui ont le serment de l'instant. Quand vous êtes à couvert et serment de l'instant, vous annulez une PA -2, sinon, globalement, au corps à corps, vous êtes tout le temps en save à 4, parce qu'on vous attaque tout le temps avec des trucs PA-2, et puis au tir, vous êtes très souvent en save à 4 aussi, parce qu'on vous attaque toujours avec des trucs à PA-2 quand vous n'êtes pas à couvert, ou à PA-3. Donc ça, c'est un problème de l'édition, c'est pas un problème de la datasheet, il n'y a rien qui puisse faire de spécifique là-dessus, ils vont pas leur mettre une invulne à 3+, donc voilà. Mais par contre, l'endurance est, à mon sens, trop faible. Les Terminators, c'est censé être des tanks vivants, et là, c'est pas le cas, hein. Il y a trop d'armes dégâts 3, il y a trop d'armes qui vont les blesser très facilement sur du 2+, vous avez des canons de Vindicator, vous avez des armes qui font D6 plus 3 tirs plus blast de force 10, PA-2, dégâts 3, il y a plein de trucs qui vont les laver de la table assez facilement. Et du coup, ils paraissent pas assez solides sur la table. Leurs armes sont aussi assez misérables. Le lance-missile crack, force 9, PA-2, dégâts seulement D6, et vous en avez au max 2 dans une unité de 10 pour 340 points. Le Stormbolter qui a pas de PA, qui du coup, dès qu'un ennemi est à couvert, un Drukhari à couvert, il save à 3+, contre des Stormbolters, donc on a un souci. Le lance-missile Cyclone, 2d6 tirs, c'est bien, mais là encore, pas de PA. Le canon d'assaut, pas de PA et blessure dévastatrice, mais sur du dégât 1. On a un souci, et au corps à corps, le Power Fist, force 8 et dégâts 2, pour moi on a un souci. Dégâts 2, c'est les dégâts d'une arme énergétique de maître. Une épée dégâts 2 contre un énorme point qui fait la taille du torse, voire même du torse et de la tête d'un être humain normal, qui est dégâts 2, dans l'or, le gantelet énergétique, ça arrache les blindages. Dégâts 2 et force 8, on a un souci, et on a le point tronçonneur qui est anti-véhicule 3+, mais qui n'est quand même que dégâts 2 et force 8, et je pense que là, c'est là qu'on a un problème, à mon sens, dans les profils de ces Terminators.
Maintenant, on a aussi un problème dans les règles. La balise de téléportation, c'est une règle qui ne sert que si vous jouez prudent, puisqu'il faut arriver en frappe en profondeur, enfin en arrivée précipitée à 3 pouces de la balise et toujours à 9 pouces de l'ennemi. Ce qui fait que si vous mettez ces balises vers les objectifs du No Man's Land, vous les utiliserez jamais parce que l'adversaire est là, donc à 9 pouces, vous n'êtes pas dessus. Si vous les mettez plus loin, bah vous avez un mouvement de 5, donc vous galérez à vous rapprocher, et vous pouvez pas les mettre chez l'adversaire de toute façon. Donc moi, toutes les parties que j'ai jouées en Deathwatch avec ces balises, je ne les ai jamais utilisées, pas une seule fois dans une seule partie, et elles ne m'ont donné un avantage ou une utilité particulière. Donc pour moi, ça c'est une règle qui ne sert à rien dans la majorité des cas, qui est pas une bonne règle. Si ça donnait une FEP à 6, à la limite, quand on utilise l'arrivée précipitée vers cette balise, je comprendrais. Sinon, je vois pas là, je vois pas l'utilité. Et par contre, le plus un touche contre la cible du serment de l'instant, c'est bien, c'est des gens d'élite, ils ont plus un pour toucher. Maintenant, ça ne règle pas le problème de leurs armes qui sont un peu miteuses, à mon sens, ou manquent un peu de punch. À côté de ça, on a les Terminators d'assaut qui ont le même profil, donc même problème, et eux, bah, c'est pareil, leur profil d'attaque est en dessous de tout, des griffes énergétiques dégâts 1. Soit vous leur donnez plus d'attaques, pas 5 attaques, mais plutôt peut-être 7 en dégâts 1 et jumelés, soit vous les mettez dégâts 2. Mais là, on a un souci, des armes énergétiques de maître de garde Victrix, à part perdre le jumelé, elles sont dégâts 2. C'est même, les gardes Victrix, c'est 5 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2. Pourquoi une double griffe énergétique sont que dégâts 1 ? Je comprends pas trop, et le marteau tonnerre, bah c'est pareil, il est que dégâts 2. Là, il faut leur mettre le même profil que les marteaux tonnerres de la Deathwatch, qui sont force 10, PA-2, dégâts 3. Par contre, effectivement, ça touche à 4+, avec blessure dévastatrice. Avec ces profils-là, là, on a envie de les jouer, surtout vu le coup en point. Et là encore, les règles, bon bah la balise, on a vu, c'est pas très utile, et puis le fait de forcer un test d'ébranlement quand vous avez chargé, s'il n'y a pas de modificateur au test d'ébranlement, c'est une règle qui va servir une fois toutes les 3 parties, ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus, je trouve, et en tout cas il pourrait avoir beaucoup mieux. Personnellement, je préférais qu'ils augmentent largement les coups en point de ces trucs-là, mais qu'ils les rendent largement plus élites. Vous les mettez en du 6, vous leur mettez peut-être une règle native qui fait qu'ils ignorent un point de PA, pour que leur sauvegarde reste comme s'ils avaient une armure de mépris permanente peut-être, et ou alors vous leur boostez leur profil de dégâts. Soit il faut leur booster leur résistance, soit il faut leur booster leurs dégâts, mais là actuellement, quand on les joue, on n'a pas l'impression de jouer des Terminators sur la table, on a l'impression de jouer des Space Marines plus, mais pas des tanks vivants, pas l'élite du chapitre, qui quand ils arrivent sont terrifiants, ravagent tout, détruisent tout. Je préférais qu'ils coûtent beaucoup plus cher et qu'ils soient beaucoup plus impactants, là je trouve qu'ils sont passés à côté. Et c'est dommage qu'ils aient pas utilisé justement l'occasion de cette refonte de Terminator d'assaut pour donner de meilleures règles aux Terminators d'assaut justement, et les rendre un petit peu plus efficaces. Peut-être que ça viendra, peut-être qu'il y a une future data slate qui va les rééquilibrer, peut-être que dans la V11 ils seront de nouveau plus intéressants. C'est même pas qu'ils sont déséquilibrés, pour le coup en point ça va, c'est juste que leurs règles sont pas assez impactantes et qu'on a quasiment toujours mieux dans quasiment tous les codex Space Marines, donc c'est toujours un petit peu dommage. C'est le même problème en Space Marine du chaos, où c'est presque pire, parce que les profils d'armes sont pourris et vous êtes obligé de... Vous pouvez pas prendre que des gantelets, ou que des points tronçonneurs, ou vous devez prendre une partie d'armes maudites, plus une arme maudite jumelée, plus quelques gantelets, et au final vous avez une unité qui fait rien ni au tir, ni au corps à corps, et qui est toujours en dessous de tout. Il va falloir qu'ils revoient ça, je pense, pour redonner un peu d'intérêt au Terminator. Je trouve que là, on est quand même vraiment en dessous de ce qu'on devrait avoir sur la table. Bon, on va passer à notre deuxième sujet, qui est le rapport de bataille qu'on a filmé la semaine dernière. Alors, je vais passer assez vite dessus, je vais pas vous raconter comment ça s'est passé, c'est juste Drukhari versus Deathwatch. L'idée de ces rapports de bataille, ça va être de les faire avec des listes assez compétitive. On veut pas sortir des listes de notre chapeau en disant tiens, est-ce que ça marche? On va prendre des listes qui ont bien performé en tournoi ou qui au contraire on pensait qu'elles allaient bien performer mais n'ont pas performé et on va les tester. Donc au lieu de vous faire par exemple une vidéo analyse de liste, voilà dans quel tournoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, on va essayer de trouver des listes qui sont différentes, intéressantes, marrantes, et les tester sur la table pour essayer de vous montrer comment ça peut se jouer, pourquoi ça performe pas, plutôt que de sortir une analyse de notre chapeau. Et je dis on, parce que sur tous ces rapports, je vais travailler avec une personne qui est dans mon groupe de jeu à Brest, et qui va m'aider à faire le montage. Moi, vous savez, cette chaîne, c'est ma deuxième activité. Mon activité principale, c'est une chaîne YouTube qui parle de Linux, qui s'appelle The Linux Experiment, c'est avec ça que je gagne mon argent. Et puis, cette chaîne Warhammer, elle rajoute du beurre dans les épinards, mais j'ai pas le temps de faire des trucs très chiadés. J'ai pas le temps de faire à la fois un rapport de bataille, de le tourner, de le filmer, de le monter, etc. Je peux participer au fait de le filmer, mais je peux pas le monter, j'ai pas le temps. Donc cette personne va m'aider à faire le montage, il sera évidemment rémunéré en fonction des performances de ses rapports de bataille aussi. Lui c'est pareil, c'est une activité annexe qu'il va faire pour mettre du beurre dans les épinards aussi.
Et on va essayer d'être très didactique. Dans celui qu'on vous a filmé, on explique bien pourquoi on se déploie là, comment est-ce qu'on mesure ce déploiement, quelles erreurs on a faites au déploiement aussi, pourquoi à chaque mouvement, est-ce qu'on va ici, est-ce qu'on va là, qu'est-ce qu'on essaie d'empêcher, qu'est-ce qu'on essaie de faire, est-ce qu'on utilise un stratagème ici ou non et pourquoi. Et voilà, l'idée c'est de vous montrer les manœuvres, les techniques qu'on utilise sur table. La personne avec qui je joue est un très bon joueur de Ligue 2, il a vraiment un très bon niveau, donc il est toujours pertinent dans ces choses-là, il sera pertinent avec quasiment toutes les armées, et s'il y a des armées que nous on ne maîtrise pas bien, on essaiera de faire venir des gens qui les connaissent bien pour vous les montrer aussi. On essaiera peut-être d'en faire un toutes les 2 semaines, évidemment ça dépendra de la réception du premier que vous aurez sans doute la semaine prochaine. Alors ça sera pas au niveau de ce que vous voyez sur French Wargame Studio en termes de qualité, de visuel et de son, on va dire. On va essayer de faire en sorte que le fond soit très bon, et la forme on l'améliorera si les retours sont positifs. Là on n'allait pas surinvestir dans du matos, donc on a quand même un éclairage qui est pas trop mal, 2 caméras qui sont pas trop mal, le son on va le bidouiller pour qu'il soit pas infect, ça reste un truc qui est filmé dans mon salon avec des éclairages un peu, voilà, on n'a pas un studio pour ça, ni des micro-cravates et tout, donc on fera de notre mieux. Honnêtement le premier résultat est pas dégueu, maintenant il reste à faire tout le montage, et puis vous verrez ça la semaine prochaine, vous me direz ce que vous en pensez. L'idée étant aussi de rajouter ça en plus des contenus que moi je fais déjà, et peut-être même de rajouter aussi des contenus, on vous analyse à deux des codex qui sont sortis il y a un certain bout de temps. Peut-être repasser en revue le codex Necron, qu'est-ce qu'il a donné sur l'édition, est-ce qu'il a été bon, pas bon, est-ce qu'il est intéressant à jouer, pas intéressant à jouer, fun à jouer, pas fun à jouer, idem pour les autres codex, etc. Vous faire des analyses à deux qui complètent ce qu'on fait déjà, peut-être des tier lists des armées actuellement, qu'est-ce qui est fun à affronter actuellement dans la méta, ou pas très fun à affronter, voilà. Ce genre de choses, sans forcément parler que de compétitif, mais tourner un peu autour de ces sujets-là. Donc on verra, évidemment, ça dépendra de comment les rapports de bataille fonctionnent sur la chaîne, ou pas. Bon, le sujet suivant de cette vidéo, ça va être un peu de Age of Sigmar. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à AOS, donc on a fait une petite partie avec mon frangin, alors à 1000 points seulement, c'est Disciple de Tzeentch qui vient de finir de peindre, contre mes hédonistes de Slaanesh. Alors, c'était une partie à 1000 points, donc pas représentatif de l'état global du jeu, et on a passé un très bon moment, on s'est bien marré, la règle d'armée de Tzeentch est vraiment forte, le fait de pouvoir choisir une unité que vous avez touché au tir et lui de faire un des 3 blessures mortelles jusqu'à la fin de la partie, à la fin de chaque tour, un des 3 blessures mortelles, tour par round, sur cette unité-là, jusqu'à ce que vous utilisiez un point d'ordre pour essayer de vous soigner, ça c'est fort, et puis il avait un détachement qui donnait en plus -1 pour blesser à chaque unité qui brûle, ce qui fait qu'à la fin de la partie, sur toute la table, toutes mes unités blessaient à 5+, ce qui était juste insupportable. La partie était quand même ultra fun, on s'est bien marré, c'était cool, je remporte la victoire mais c'est pas représentatif parce que mon frangin a pas beaucoup joué au jeu, et puis je l'ai impacté dès le tour 1 pour lui dégager un pack d'horreur rose, donc c'était un peu gratos, mais on s'est marré, c'était sympa. Maintenant là où on s'est pas marré du tout, c'est dans l'installation de la table et le choix de la mission. Parce qu'avec le nouveau manuel du général, vous avez des plans de bataille où on s'est dit bah tiens, autant les utiliser, on a des jolies cartes là qu'on a achetées avec le truc, et en fait, en regardant les plans de bataille, on se rend compte, déjà, il n'y a rien pour les batailles à 1000 points. Ça, c'est un truc que Warhammer 40 000 fait maintenant, mais que Age of Sigmar ne fait pas. Clairement, quand on regarde ces plans de bataille, ils sont pas faits pour des parties à 1000 points, parce que soit vous avez que 3 objets au milieu de la table, 1, 2, 3, et du coup, ça veut dire que si vous jouez une armée de tir contre une armée de corps à corps, l'armée de tir a perdu, parce qu'elle doit venir s'asseoir sur les objets et elle se fait défoncer tour 1, parce que l'armée adverse, elle peut se cacher près des éléments de terrain, vous la voyez pas, et ensuite elle vous charge direct et elle vous défonce tout, donc ça c'est loupé. Ou alors il y a 6 objectifs, ce qui fait qu'on peut chacun en contrôler 3 et qu'on va finir sur une égalité sans trop d'intérêt. Donc pour 1000 points, avec plus d'unités, c'est jouable, mais à 1000 points, ça marche pas. Ensuite, les règles de scoring de ces plans de bataille sont pénibles, en fait. Y en a où vous marquez que si vous êtes sur l'objectif vert, ou bleu, ou rouge, ou certains objectifs vous donnent plus que d'autres. Vous avez des règles où vous marquez pas sur les mêmes objectifs en fonction du round de bataille. Donc c'est au round 1, 3 et 5, vous marquez des points si vous êtes sur les objectifs verts, et puis round 2 et 4 sur les objectifs rouges, et puis l'outsider, qui est le joueur qui perd, il a des aptitudes différentes au tour 3, 4, que au tour 2, 5, enfin... c'est chiant, c'est pas fun, c'est de la prise de tête gratos pour peu d'intérêt. En tout cas, nous, on trouve ça chiant et pas fun. Maintenant, si vous adorez ce genre de truc, pourquoi pas. Et ça nous a fait réfléchir sur l'état d'Age of Sigmar V4, où en fait, on s'est rendu compte que les armées ne sont pas complexes. Les armées, elles ont des règles qui sont simples, les règles de base du jeu sont très simples, les armées n'ont pas vraiment de profondeur de jeu non plus. C'est-à-dire que Age of Sigmar, c'est un truc où il y a très peu de datasheets, il y a très peu de fiches d'unités dans chaque livre d'armée. Elles sont assez mal équilibrées en interne, il y en a clairement qui valent pas le coup du tout à être jouées, même en amical, parce que de toute façon c'est une version moins bonne de l'unité, d'une autre unité qui était en dual build, et donc vous assemblez forcément celle qui tape un peu mieux.
Et les coûts en points sont tellement élevés que la variété de construction de liste est très limitée, puisque vous devez prendre tel héros qui vous donne accès à telle et telle et telle unité, et vous êtes fortement incité à avoir le moins de régiments. Un régiment, c'est un héros plus X unités. Vous avez intérêt à avoir le moins de régiments possible, parce que celui qui a fini de se déployer en premier, c'est celui qui décide qui commence. Et donc forcément, si vous avez envie de commencer, ou si vous avez envie de pas commencer, vous avez besoin d'avoir cette décision. Et même en amical, ça reste très important, parce que là, moi j'ai pu tout de suite voir qu'il avait mis 4 petites unités séparées et un régiment, donc j'ai pu choisir de commencer, et du coup, tour 1, j'ai pu aller le charger avec une unité qui court et charge, et j'ai dégommé une unité d'aurore bleue entière au corps à corps au premier tour, ce qui fait qu'il avait déjà perdu la moitié j'exagère, mais un tiers de son armée en coup en points. Bon, voilà, c'est important de commencer, même en amical et même en partie fun. Donc, c'est un peu emmerdant parce que la complexité, au lieu de la rajouter dans les armées pour vous donner plus de variété, plus de saveur, plus de richesse, ils l'ont rajouté par-dessus des armées, des règles du jeu très simples. Ils l'ont rajouté dans les plans de bataille qu'on a vus, même si il faut être honnête, c'est pas très compliqué, mais c'est des trucs prises de tête là où on n'a pas envie de se prendre la tête. Moi, quand je joue à Warhammer, personnellement, ce que j'aime, c'est tabasser, pas m'asseoir sur des objectifs et réfléchir à quel objectif je dois aller prendre. Ça, c'est du bonus, mais c'est pas le cœur de pourquoi je joue. Moi, je joue pour faire une bataille, pas pour ramasser des pâquerettes à l'endroit spécifique de la table. Personnellement, je trouve que le jeu serait meilleur si on était en kill points comme à Old World que si on était sur des objectifs. Les objectifs, ça devrait être du secondaire, pas du primaire. Ça n'est que mon opinion, évidemment, et je sais que plein de gens sont pas d'accord. Maintenant, la deuxième chose, c'est les tactiques de bataille, qui Age of Sigmar, personnellement, je trouve, et je vais le dire franchement, nul. Je trouve que ce système de tactique qu'ils ont fait dans le nouveau manuel du général est extrêmement mauvais et extrêmement moins bon que les précédents. La manière dont ça fonctionne, si vous connaissez pas Age of Sigmar, vous choisissez 2 tactiques de bataille, qui sont ces cartes où vous avez 3 étapes. Vous devez marquer sur chacune de vos cartes la première, ensuite, une fois que vous avez marqué la première, vous pouvez marquer la deuxième, puis la troisième. Chaque étape vous rapporte 5 points. Vous devez en écrire 2 sur votre liste. Vous ne les choisissez pas au début de la bataille, vous les écrivez sur votre liste. Donc vous ne savez pas sur quel scénario vous jouez quand vous choisissez ça, et vous ne savez potentiellement pas ce que vous allez affronter non plus avant de choisir vos tactiques. Donc vous vous êtes verrouillé déjà dans 2 plans de jeu très particuliers associés à votre liste. Ce qui fait qu'en fait, une fois que vous êtes sur la table, vous devez dérouler ce plan de jeu, et il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas de réaction, c'est juste je dois faire ces missions dans cet ordre-là. Ces tactiques vous scorent quand même 30 points si vous les faites toutes, donc c'est pas du tout anodin, hein. C'est pas une petite mission secondaire à 2 points. Si on transpose ça sur Warhammer 40 000, imaginez que, en plus du scoring normal de la mission, au lieu d'avoir des secondaires que vous tirez au pif, vous choisissez 6 secondaires fixes qui doivent être faits dans un ordre spécial. Vous devez faire d'abord celui-là. Imaginons, vous devez faire d'abord assassinat, puis vous devez faire abattez-le, puis vous devez faire pas de prisonnier. Dans cet ordre-là obligatoirement. Et sur la deuxième carte, vous devez faire sécuriser le No Man's Land, puis élargir les lignes de front, puis assaillir l'objectif hostile. C'est chiant, hein, c'est pas fun, c'est pas intéressant comme rythme de jeu, c'est pas varié, il n'y a pas de choix. Votre choix, vous l'avez fait avant de savoir comment vous allez jouer, quelle table et quel adversaire. Donc pour moi, c'est très limitant et pas du tout intéressant par rapport au système précédent où vous choisissiez une tactique parmi une longue liste de tactiques que vous faisiez à ce tour-ci, au début de votre tour, vous choisissiez ça. Et une fois que vous l'aviez faite, vous ne pouviez pas la refaire du reste de la partie. C'était beaucoup plus stratégique, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus flexible. Les tactiques n'étaient pas toutes équilibrées, il y en avait certaines qui étaient beaucoup plus faciles à faire que d'autres. C'est aussi le cas dans ces tactiques-là, hein. Il y a 2 cartes où, quand on les a lues, on s'est dit qui va choisir ça? C'est tellement nul ou infaisable. Ou alors, la dernière étape, c'est t'as déjà gagné la partie, marque 5 points de plus, quoi. C'est pas intéressant à mon sens. Il y en a qui trouveront peut-être ça très très bien parmi vous, mais moi personnellement je trouve que c'est méga décevant par rapport au système, et quand on le translate sur Warhammer 40 000, on se rend tout de suite compte que ça peut pas marcher, que c'est pas intéressant par rapport à tire des cartes, ou fais un choix. Là c'est trop, ça vous met sur des rails en fait pour toute la partie, et comme la construction de liste est déjà assez sur des rails, parce que vous devez choisir un personnage qui vous déverrouille certaines unités, et si finalement vous voulez une autre unité, il faut changer le perso, mais du coup ça change toutes les autres unités que vous pouviez prendre aussi. Il y a un truc qui fonctionne pas, je trouve, en V4 de Warhammer Age of Sigmar. On a un truc qui bloque, où la complexité, au lieu de la mettre dans ce qui est fun, c'est-à-dire comment je fabrique mon armée à moi,
comment je fais en sorte que ça soit mon général avec les éléments que je veux et le détachement qui booste les unités que j'aime. En fait, le détachement, c'est un choix très secondaire parce que finalement, il y en a un ou deux qui sont vraiment bons et le reste, c'est pour le fluff où on s'en fiche. Et il va falloir une collection très très orientée pour que ça marche. Ça ne débloque pas de traits de seigneur de guerre ou de reliques spécifiques. Ce sont les mêmes reliques et traits de seigneur de guerre pour tous les détachements. Ça ne débloque pas vraiment de stratagème non plus. Vous avez les mêmes ordres tout le temps pour votre armée et ils sont pas changés du tout par le détachement que vous prenez. Donc ce choix-là, il est assez peu impactant finalement, sauf si vous choisissez vraiment le détachement le plus fort de votre livre. Les unités sont assez mal équilibrées en interne, et du coup toute la complexité elle est déportée sur les règles de saison, sur les datasheets bonus du Fléau de Giran, qui sont l'événement qu'ils ont fait cette année, et sur les tactiques de bataille qui vous mettent sur des rails, et sur les scénarios qui ont un scoring un peu tiré par les cheveux avec les règles d'outsider et les règles de site de pouvoir qui vous permettent de mettre des objectifs occultants. En fait, ils ont empilé de la complexité pour peut-être masquer le fait que les armées étaient trop simplistes, et je trouve que du coup, c'est la mauvaise manière de faire. Il aurait mieux valu rajouter des éléments dans les armées, au lieu de rajouter des éléments par-dessus les armées. Moi, personnellement, en tout cas, ce que j'aime, c'est jouer une armée complexe que j'ai fabriquée sur des scénarios simples. Et là, à Age of Sigmar, on joue des armées ultra simplistes sur des scénarios avec des règles très compliquées. Et moi, personnellement, c'est l'opposé de ce que j'aime. Donc forcément, la V4 me plaît beaucoup moins. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser, mais il est clair que dans nos parties suivantes, on va jouer avec le manuel du général précédent, où on choisit ses tactiques, où il n'y a pas tout ce bazar de j'active un site de pouvoir pour un objectif occultant, machin, parce que ça, c'est juste l'anti-fun pour nous. C'est ce qu'on n'aime pas faire. Et donc, on jouera avec les règles précédentes. Et c'est d'ailleurs un bon rappel que quand une mise à jour d'un jeu ne vous plaît pas, vous pouvez aussi décider de l'ignorer totalement, de jouer même à la version précédente, hein. On pourrait très bien jouer à la V3, que moi personnellement je préfère, ça n'empêche pas, hein, les règles sont écrites, on a les bouquins, peu importe, ça se ferait très bien. Donc n'oubliez pas toujours que si jamais une nouvelle édition du jeu vous plaît pas, vous pouvez toujours jouer à la précédente à la place. Bref, j'ai fini de râler, de ralouiller sur Age of Sigmar. Je ne déteste pas le jeu du tout, hein. J'adore les figues, j'adore les armées que je joue, ça fait partie des armées que j'ai le mieux peint de toute ma vie, et je m'amuse toujours autant à avoir des tables assez stylées, où on n'a pas de système de ligne de vue, de ruines, de machin. Le jeu est fluide, les règles sont sympas et tout. C'est juste que je trouve que le jeu manque beaucoup de profondeur. La profondeur, ils l'ont rajouté par-dessus les armées, alors qu'elle devrait être dans les armées et pas dans le scénario. Bref, voilà. On va finir avec ce que j'ai peint cette semaine. Donc j'ai peint Lady Malice, que j'ai enfin reçu Dame Malice, qui est le nouveau personnage de Drukhari. Je suis très content de comment je l'ai peint. J'ai fait son armure en Cantor Blue dilué avec du noir, sur une base de sous-couche noire. Je l'ai éclairci en Cantor Blue assez large, puis en Baharot Blue plus Cantor Blue, puis en Baharot Blue, puis quelques points en blanc. Les éclaircissements rendaient pas comme je voulais, et du coup j'ai décidé d'essayer de les lisser avec un contraste qui est la Akelian Green que j'ai passé sur toute son armure bleue, et au final je trouve que ça a donné une richesse à l'armure qui est trop cool. C'est une bonne utilisation je trouve des contrastes pour faire une espèce de, comme un vernis presque par-dessus, qui unifie les couleurs entre elles, et je trouve que ça rend super bien, je suis très très content du résultat de l'armure. Après, le reste est assez générique, c'est du doré peint avec du bras scorpion, puis Rétributor Armor Gold, puis Libérateur Gold. Et puis tout ce qui est os, ou couleur os, l'intérieur de sa cape, sa voilette, et son épée, et son éventail, c'est du Flayed One Flesh, éclairci, enfin ancré en Agrax, éclairci au Morghast-Bone, éclairci au Wraithbone, éclairci au Corax White, pour donner un petit effet un peu os que j'aime bien, et le reste c'est des petits détails. J'aime beaucoup la figurine, je la trouve très réussie, le sculpte lui-même est très beau, et j'aime beaucoup comment je l'ai peint. J'ai aussi peint 5 Hélions supplémentaires, exactement la même technique que celle de la semaine dernière. Je suis toujours content des petits motifs un peu tribaux rouges que j'ai mis sur leur surf, que je trouve jolis, qui donnent un peu d'intérêt à la figurine, parce que sinon c'est assez plat quand même. J'aime aussi beaucoup les figurines, et surtout, ils sont faits dans un plastique un peu plus vieux, je pense, que les plastiques de maintenant, qui sont beaucoup plus souples. Et ça veut dire que c'est vachement plus dur à casser. Quand on compare la lance le glaive du Hélion, en fait, il bouge vachement plus que une lance d'un personnage d'AOS où la figurine est beaucoup plus neuve. Et du coup, c'est vachement mieux, parce que le niveau de détail, en fait, il reste très bon sur ces figurines. Mais surtout, quand ça tombe par terre, ça explose pas en 1000 morceaux, à la différence des lances, par exemple, que j'ai sur mes
sur mes Slick Blade Seekers d'AOS, où bah il y a des lances, quand on attrape la figurine, on fait pas gaffe, et elle se casse, et elle reste cassée jusqu'à la fin des temps, parce que le plastique est tellement rigide qu'il n'y a pas de flexibilité du tout, alors que là sur les lions c'est flex, et moi j'aime bien ça, je trouve que c'est beaucoup mieux comme plastique, et j'aimerais bien qu'il retourne à celui-ci. J'ai aussi beaucoup avancé sur mon Chevalier du Chaos, que je vais jouer en allié avec mes Emperor Children. Alors il est pas fini, donc évidemment là vous allez voir des trucs, un work in progress, hein, c'est pas terminé, ça déborde à droite à gauche, les encres ont été appliquées dans les creux, mais du coup sur du blanc, forcément une encre violette, bah, ça fait des taches, donc il va falloir nettoyer ça bien sûr. Les couches de base sont à peu près propres, mais pas tout à fait finies. Il y a des zones que j'aime pas du tout, comme les polières bleues là, que je trouve très moches avec la contraste sur une zone plate, ça a rendu ultra mal, donc il va falloir que j'enlève la peinture là-dessus et que je repasse autre chose, parce que là c'est vraiment très très vilain. Et il y a plein de nettoyage à faire, voilà, il y a des choses à changer. Mais j'aime bien le schéma de couleur, je l'ai fait en pourpre et blanc, parce que dans ma tête, c'est une maison de chevaliers qui suivait la 3ème Légion avant les Résidorus, donc ils ont adopté les mêmes couleurs que la Légion, du pourpre et un peu de blanc, et ils sont restés sur ce schéma de couleur malgré la trahison. Ils suivent toujours les Emperor Children, ils sont descendus dans le chaos et l'hérésie aussi, mais ils ont juste commencé à adopter quelques plaques roses, le petit bleu un peu clair de mon armée, etc. Donc je trouve que ça rend super bien, et ça sera aussi une figue que je pourrais prêter à mon frangin quand il joue ses Chevaliers du Chaos, ça lui évitera d'en acheter 60 000 et de dépenser trop de sous. Pour l'instant, je n'ai peint que les armes de la variante, je crois que c'est le Desecrator, qui a son espèce de gros destructeur laser et sa griffe, mais j'ai magnétisé toutes les autres options d'armes, donc je pourrais évidemment peindre ça plus tard aussi pour jouer ce chevalier sous n'importe quelle variante. J'aime bien le résultat maintenant, voilà, c'est pas du tout terminé, j'ai pas fait les éclaircissements, il y a plein de couches de bazar travaillées, il y a des décalcos à mettre, peut-être un peu de freehand, un peu de peinture à main levée à faire à certains endroits pour faire des petits symboles par-ci par-là. J'ai une planche de décalco Emperor Children de l'Hérésidorus avec des trucs magnifiques que je vais poser sur les épaulières et tout, donc voilà, pour l'instant il est pas du tout fini, vous verrez la version terminée la semaine prochaine. Bref, je vais arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce petit format comme d'hab. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des fiches des Terminator, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous trouvez qu'ils sont trop fragiles et qu'ils tapent pas assez fort, ou est-ce que vous trouvez que ça marche bien quand même comme ça? Dites-moi ce que vous pensez de la V4 d'AOS si vous y jouez, est-ce que vous aussi vous êtes déçus, ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire, ce que je dis c'est n'importe quoi et que vous adorez justement cette complexité dans le scénario? Ça reste évidemment très subjectif. Et puis voilà, on discute de tout ça en commentaire comme d'hab. Je vous rappelle que j'ai le petit partenariat avec My Hobby Place, vous savez comment ça marche, vous achetez vos figurines moins chères que chez Games quand vous utilisez le lien dans la description, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça vous coûte pas plus cher, mais moi, ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'ailleurs d'avoir utilisé le lien et de me soutenir via ce My Hobby Place, parce que ça me permet vraiment de continuer à faire ces vidéos, ça rapporte nettement plus que la publicité sur YouTube, et c'est ça qui m'encourage aussi à continuer, ça en plus des commentaires évidemment que vous me laissez. Merci à tous d'avoir regardé, vous savez où sont tous les boutons YouTube et pourquoi vous devez cliquer dessus, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!